Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 5e saison des parcours de la transformation. Petit résumé des épisodes précédents. La 4e saison était concentrée sur l'IA et je ne sais pas si vous avez eu tous l'occasion de télécharger le livre blanc que nous avons tous sorti sur l'IA qui est un résumé de la dernière saison. Frédéric Rossi, qui est à nos côtés, va vous mettre le lien sur le chat. Et puis pour ceux qui sont dans la salle, et je vous remercie d'être présents, c'est toujours sympathique de ne pas parler qu'à un écran. Eh bien, c'est tant pis pour vous. Non, on va vous le donner également. Alors, comme d'habitude, je suis très bien encadrée de Julien Catanèse, qui est expert comptable et qui, maintenant, depuis 3 ans, je crois, c'est ça, Julien? Oui, c'est la 3e année. 3e année qui nous prépare ces ateliers et qui les anime brillamment. Et John Levy, expert comptable et spécialiste de la facture électronique. Alors, on ne sait pas bien ce que ça veut dire spécialiste, mais en tous les cas, ça fait 3 ans que tu fais des missions de facture électronique. Donc, je pense que c'est déjà beaucoup plus que nous. C'est ça. Donc, on est parti en fait pour ces ateliers de la transformation. Évidemment, cette année, cette 5e saison, la thématique qui s'impose, c'est la facture électronique parce qu'on est à J-12 du premier top départ, le 1er septembre 2026. Et on reviendra sur le calendrier de cette grande aventure de la facture électronique. Et pour nous aider, nous, experts comptables, on vous propose cette année 3 formats. En plus des parcours de la transformation. Donc ce format parcours de la transformation, vous commencez à connaître, donc il y a 7 dates, on vous les met à la fin, 7 dates. On commence aujourd'hui, on termine au mois de juin, avec des thèmes assez larges. Et on a rajouté cette année, en fait, l'actu de la facture. Là, c'est un petit format d'1 demi-heure. Et la première date, d'ailleurs, c'est le 6 octobre, où on va parler spécifiquement des notes de frais. Parce qu'on l'a compris, en fait, je pense, que dans cette grande réforme de la facture électronique, le diable va se cacher dans les détails et c'est ce qui va engluer, un peu polluer la productivité de nos cabinets. Donc on a décidé de faire des petits points comme ça. Donc en plus, l'atelier de la transformation, l'actu de la facture et une newsletter également, qu'on va faire paraître tous les mois sur l'actualité de la facture électronique, parce que vous le savez, ça change. Fin juillet, comme on avait quelques fonctionnaires de Bercy qui s'ennuyaient avant les vacances, ils ont changé le vocabulaire. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Je laisse la parole à Julien parce que je vois dans son regard qu'il est en train de se dire « Allez, Virginie va tout animer et je ne pourrai pas parler ». Je te laisse la parole, Julien. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Virginie. Non, effectivement, donc 3 formats cette année. Il n'y en avait qu'un sur les saisons précédentes. Avec ce format qui reste identique, donc 1h30 en direct. J'en profite pour dire que si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez les poser n'importe quand. Si elles sont liées à ce qu'on est en train de dire, on essaiera de les prendre au fur et à mesure. Dans la salle, vous pouvez aussi, comme ça vous a été dit, lever la main pour qu'on vous donne un micro. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et donc effectivement, ce format plus court, les experts de la facture, qui sera aussi, alors que du webinaire cette fois. Donc là, il n'y aura pas de présentiel puisque c'est que 30 minutes sur un cas d'usage spécifique et qui va se répéter tout au long de l'année. Plus évidemment la newsletter. Alors bien évidemment, si vous avez des spécificités dans vos cabinets et que vous avez envie que nous traitions un cas d'usage en particulier, dites-le nous. On pourra toujours faire un webinaire spécial sur ce cas d'usage-là, si évidemment il va concerner plusieurs cabinets, mais ça peut être le cas. Moi, on m'a déjà interrogé aux universités d'été sur, par exemple, tout le e-commerce. Oui, voilà, il y a beaucoup de problématiques très spécifiques, la restauration, les hôtels, les notes de frais. Mais effectivement, si vous avez des idées, n'hésitez pas. On a imaginé un programme, mais on peut tout à fait l'adapter à ce que vous souhaitez. Donc, pour poser un petit peu le cadre de cette première session, comme l'année dernière, en fait, comme les fois précédentes, on a décidé de consacrer ce premier atelier à poser le cadre, en fait, et définir les enjeux de la facture électronique. L'idée, c'est qu'on se mette tous bien d'accord sur de quoi il s'agit, quel est le vocabulaire, quels sont les grands enjeux, pour après pouvoir les détailler dans les sessions d'après. Donc ça sera un atelier de la transformation sur les fondamentaux, on peut le dire comme ça. Et on va un peu cuisiner notre ami John sur ce sujet de la facture électronique tout au long de la session. Voilà un petit peu le programme. Donc les sujets très spécifiques
Évidemment, vous pouvez poser vos questions, mais on va déployer après des ateliers qui seront dédiés à des questions comme notamment le choix de la plateforme agréée, les questions de e-reporting, etc., etc. On détaillera tout ça. Le thème développé dans le prochain atelier de la transformation, ça sera en fait les critères pour choisir une PDP. Les critères en fait génériques et la cartographie du cabinet, parce que comme on va vous l'expliquer, il y a un ordonnancement en fait, et aujourd'hui si certains experts comptables imaginent que choisir une PDP c'est d'avoir ingurgité la réforme de la facture électronique, ouais. C'est pas tout à fait ça, et ouais. C'est le cadre qu'on va poser aujourd'hui. Exactement. Alors, pour commencer, John, ce que je vais te poser comme question, déjà, très rapidement, parce que je pense que la plupart des gens sont au courant, mais comment on en arrive à la facture électronique? Pourquoi est-ce que l'État, un beau jour, se dit, tiens, on va changer la façon dont les entreprises facturent entre elles? Alors, on va prendre un peu plus de hauteur. Ce n'est pas une réforme purement française. Ce n'est pas une réforme purement européenne, même si on le verra tout à l'heure. On est vraiment sur un effet mondial, puisque le Mexique a déjà, depuis des années, mis en place cette thématique au sein de son territoire. Et l'idée, effectivement, c'est pour notamment pallier aux fraudes de TVA, aux manquements de certaines entreprises qui oubliaient de déclarer des montants, mais aussi pour connaître un peu mieux le tissu économique de son territoire, pouvoir peut-être piloter les politiques budgétaires de l'État ou créer des taxes ou des aides spécifiques à certaines organisations, certains secteurs d'activité. Voilà, en gros c'est ce qu'il faut retenir. En France, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il y a 4 objectifs, on ne va pas les revoir, mais l'idée est la même. C'est de mieux connaître le tissu économique français, de pouvoir effectivement récupérer la TVA en temps et en heure, d'éviter effectivement, par des jeux de maladresse ou des gens qui omettaient de déclarer certaines TVA, d'éviter de le faire. Et de pouvoir aussi permettre à un écosystème d'entreprises d'être sur le même terrain de jeu, puisqu'on sait très bien que en général, les fraudeurs permettent d'avoir des prix annoncés aux clients plus bas que ceux qui respectent la loi. Et donc, on va éviter ça en France, je l'espère, dans les prochaines années. Donc, tu disais, ce n'est pas un sujet franco-français, on n'est pas du tout les premiers à y aller. Exactement. On a un calendrier en France, est-ce qu'on peut le rappeler? Bon, je pense qu'il a été martelé dans tous les événements de la profession. Est-ce que tu peux le rappeler avec les obligations rapidement qui s'appliquent à chacune des 2 étapes? Oui. Alors, vous avez deux grandes dates à retenir. Et on va, dans ces 2 grandes dates, scinder l'émission de la réception. En 2026, donc le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA en France vont devoir être capables de recevoir leur flux en version des maths. Quand on dit en version des maths, on n'est pas sur du PDF simple, c'est des formats structurés, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais l'idée c'est d'être équipé dès le 1er septembre d'un réceptacle qui permette de récupérer des flux. Pour les petites entreprises, ça va être par exemple de l'EDF. EDF, RIT, enfin, tous ces sujets, toutes ces lignes d'achat, de dépenses qui proviennent des grands groupes. Donc ça, c'est le 1er septembre 2026. Donc, toujours en réception pour tout le monde, c'est ce qu'on a dit. Et pour la partie émission, donc on a deux dates à retenir. Donc 1er septembre 2026 pour les grands groupes et les ETI. Donc là, on est vraiment sur des terrains de jeu de grandes sociétés ou de grandes structures, et 1er septembre 2027 pour l'ensemble des assujettis en France, y compris les BNC de santé ou y compris les micro-entreprises. Donc en fait, nous, l'enjeu côté expert comptable, je pense, c'est d'avoir une vision jusqu'à 2027 pour accompagner notre client jusqu'au déploiement optimal de la réforme. Et pour toi, est-ce que la marche la plus élevée, elle est plutôt en 2026 ou plutôt en 2027 sur un cabinet lambda avec des TPE, PME? Est-ce qu'il faut se dire il me reste 2 ans ou est-ce qu'il faut plutôt se dire il me reste un peu moins d'1 an? Alors la question n'est pas simple parce qu'en fait on le verra peut-être dans les prochaines sessions, mais il y a les cas d'usage. Et en fonction du e-commerce, le sujet du e-commerce est un vrai sujet. On envoie beaucoup de flux. Peut-être qu'on en achète aussi beaucoup. Et donc peut-être qu'il va falloir être équipé pour les plus petites sociétés d'un outil dès septembre 2026 pour fluidifier ces flux. Et donc cet enjeu, en fait, c'est un enjeu de réflexion et c'est pour ça que l'expert comptable doit être au cœur de cette réflexion avec son client pour savoir quelle stratégie on mène et si on doit le faire dès maintenant ou attendre un peu. Alors, on a déjà une première question qui va nous permettre de préciser le cadre. Question de Mariem qui nous pose une question. Quand tu dis toutes les entreprises, est-ce qu'on parle de toutes les entreprises ou toutes les entreprises assujetties à TVA? Est-ce que tu peux préciser? Je le répète, c'est les assujettis à la TVA qui sont concernés. Et on n'a pas que les entreprises. Mais la micro-entreprise
qui est en franchise en base. En fait, la micro-entreprise est assujettie à la TVA, mais est exonérée de TVA jusqu'à un certain seuil parce qu'elle a opté pour la franchise en base. Exactement. Donc, même la micro-entreprise devra également... on sait bien qu'il n'y a pas de vrai compta, mais quoi qu'il en soit, quand elle dépasse les seuils et les seuils de TVA, parce que comme nous sommes en France, que c'est compliqué, que les seuils évidemment ne sont pas les mêmes, eh bien il va falloir pouvoir avoir ces factures, les capter et les émettre. Donc même la micro-entreprise est soumise. Malheureusement, ça c'est du lobbying qu'on a fait parce qu'il y a quand même 3 millions de micro-entreprises. Nous, on avait un petit stress dans les instances en se disant est-ce que l'administration fiscale est capable d'absorber autant de flux? Parce que le vrai sujet, c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'on va tous se connecter, mais là j'anticipe un peu, lorsqu'on va tous se connecter à l'annuaire, en fait, puisque en fait la vraie question c'est quand je reçois ma facture EDF, et que je reçois la facture EDF de mon client dans un an, comment est-ce que mon client va bien la recevoir? Donc en fait, est-ce que j'ai la bonne adresse? Alors c'est comme si on envoyait une facture avec la mauvaise adresse sur l'enveloppe et elle n'est jamais reçue. Donc là, pour connaître l'adresse, il y a le fameux annuaire. Il faut que cet annuaire soit excessivement bien fiable et référencé. C'est ça, je pense, le vrai sujet. C'est ça qui pourrait nous enquiquiner au début. Alors, soit ça marche super, soit ça marche aussi bien que le guichet unique. Et on l'a vu avec le guichet unique, oui, je vois qu'on a des consoeurs et des confrères qui commencent à être en PLS dans la salle. Non, mais c'est vrai, un guichet unique, ce qui a déconné au début, c'était les codes INSEE, les codes d'activité, enfin, la nomenclature. Donc, on espère que ça va bien se passer. Évidemment, aujourd'hui, il y a des testeurs. C'est déjà en test l'annuaire, mais ça sera ça le vrai sujet, en fait. Mon client, s'il n'a pas reçu sa facture EDF, ça veut dire qu'elle est arrivée chez quelqu'un d'autre. En gros, bon, je pense qu'on pourra aller la shipper sur la plateforme, mais il y avoir ce sujet-là de réception de la donnée dès le 1er septembre. Donc ça va être un nouvel univers, une nouvelle façon de faire. On va y arriver. On a survécu à la DSN, on a survécu au prélèvement à la source, on a survécu difficilement au guichet unique, mais j'espère que là, ça sera bon. Et puis, de toute manière, il y a un plan B. Alors, je crois qu'on ne devrait pas le dire, mais on peut réceptionner encore en PDF. On n'aime pas le dire parce qu'il faut vraiment que tout le monde y aille. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout une solution, ce plan B, de continuer les flux en PDF, un flux parallèle. Parce qu'il faut évidemment y aller. Mais il y aura ce plan B pour réceptionner toutes les factures. Alors, le plan B, en fait, ça sera conditionné si vous avez un outil pour l'OCRiser et le remettre dans les boucles. Mais oui, effectivement. Sur l'émission, les outils offrent la possibilité au départ de convertir en PDF en format FactureX, sur lequel on reviendra. Exactement. Voilà. Il y a déjà des éditeurs qui sont venus me voir en me disant que nos clients, par exemple, à l'émission, parce qu'en fait, alors, donc là on était à la réception, à l'émission, un de nos vrais sujets. Et ça sera ce qu'on va beaucoup développer à l'atelier suivant, qui est dans la cartographie. En fait, nous, experts comptables, aujourd'hui, on a besoin de savoir comment et où nos clients font les factures de vente. Est-ce qu'ils ont un outil dédié ou est-ce qu'ils sont sur Word, Excel, etc. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un client est sur Word ou Excel? C'est un des sujets qu'on pourra développer. Et aujourd'hui, il y a des plateformes qui nous disent que si vos clients continuent à faire des factures en Word, Excel, eh bien, on a une application qui les transformeront en facture X. Donc, on n'aurait peut-être pas Dans un premier temps. Oui, dans un premier temps. Parce qu'ils sont déjà pas censés faire théoriquement, enfin de faire des factures sous Word ou Excel. Mais ça peut être une nouvelle mission. Ça peut être une nouvelle mission pour l'expert comptable, de jouer la carte administrative en proposant des services, peut-être full service, en accompagnant son client pour transférer ses fichiers en fichiers conformes.
digitalisation. S'il y a un enjeu, parce que là, je pense qu'on est dans le chapitre les enjeux, non, Julien? La facture électronique, on est dans ce chapitre-là ou pas? On va dire qu'on est. S'il y a un enjeu pour l'État, pour la facture électronique. Ah oui, les enjeux sont là, oui. On est là. S'il y a un enjeu pour l'État, l'enjeu pour l'État, et je dis, ça fait 5 ans que je le dis, je le redis, je le redis, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Le 1er janvier 2019, facture électronique en Italie, ils ont récupéré 4 milliards par an. Donc, je crois que la fraude fiscale est estimée, je crois, 11 milliards en France. Donc, on pense que ça pourrait compenser, par exemple, les 2 jours fériés. Non, je plaisante. Excusez-moi, je plaisante. Bref, vous l'avez compris. Donc, ça, c'est l'enjeu pour l'État. Il y a un autre enjeu très, très, très important, qui est en fait la captation des flux. Parce que le revers de la médaille, de la captation de ces données, c'est après le paiement de la facture. Et là, c'est pour ça que tous les éditeurs aujourd'hui nous expliquent tous qu'il est urgent de choisir une plateforme agréée. Donc vous savez que c'est le nouveau nom de la PDP. Il est urgent de choisir une plateforme agréée. Pourquoi? Parce que qui dit capter la facture, dit après, en fait, module de paiement. Et quand tu parles de mission de full service, c'est évidemment une mission naturelle que pourra proposer l'expert comptable. Quand on aura ces factures dématérialisées, on pourra tous proposer aux clients de manière assez facile de gérer le paiement, d'être celui qui initie le paiement via évidemment un petit workflow à mettre en place. Et c'est pour ça que, il y a une mission possible de l'expert comptable en termes de workflow pour la facture électronique. Alors, si on est face à une TPE, le workflow, il est tout bête, on n'a pas 300 milliards d'autorisations. Le workflow, c'est simplement demander au chef d'entreprise à un moment donné son accord pour régler la facture. Bon. Donc, et cet enjeu, donc je vous parlais de l'enjeu de l'administration fiscale, et cet enjeu pour les néobanques de gérer les flux et de payer, néobanques et plateformes, c'est de capter les flux financiers et de se rémunérer sur la captation de ces flux financiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs proposent une carte bleue. C'est pour capter, en fait, devenir la banque de nos clients, la néobanque de nos clients, et de se rémunérer sur ces flux captés qui sont très enrichissants. Je ne sais pas si vous avez fait attention, messieurs, et dans la salle, mesdames, depuis, je pense, une semaine, on a des pubs sur la facture électronique de banque. Je crois qu'il y a l'outil, je ne sais pas quoi, de la Société Générale, je crois que c'est ça. Je n'ai pas le nom de la Société Générale, mais j'ai les autres. Il y a une pub aussi Penny Lane. Il y a plusieurs pubs aujourd'hui de banques, de néobanques, d'éditeurs de la profession qu'on connaît, de plateformes, etc. Sur la facture électronique, en fait. Ce qui les intéresse, ce n'est pas de gérer la facture électronique. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir les flux. Ce n'est pas une critique de ma part, c'est un fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est tous pressurisés pour choisir une plateforme agréée. Est-ce que c'est l'urgence ou pas? Je me suis déjà expliqué sur le sujet. Moi, je ne trouve pas que ce soit l'urgence. Mais ça, on en parlera au premier atelier, puisque l'urgence, c'est naturellement de faire la cartographie des clients. Et l'urgence, c'est que nos clients ne choisissent pas aujourd'hui une plateforme agréée sans nous. Donc en fait, la vraie urgence aujourd'hui, c'est d'écrire à notre portefeuille de clients en disant il y a une réforme. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a des sondages. Tu les as, les sondages, Julien? Là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a une entreprise sur 2 qui a pas assez d'explications sur la facture électronique, voilà. 21% ou 23% qui a aucune idée de ce qu'elle va faire comme choix de plateforme. Donc il y a un déficit d'information du côté des entreprises qui est certain, qui est avéré. Ouais. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que, pas plus tard que la semaine dernière, quand on était au congrès, on a reçu, avec les intervenants, des pubs Amazon qui commencent à s'y mettre sur la partie e-commerce. Donc voilà, c'est important de bien l'avoir en tête. Et peut-être le message à faire passer aux experts comptables, c'est de communiquer auprès de leurs clients et de leur dire surtout, ne faites rien sans nous.
Voilà, ça c'est l'action immédiate qu'on peut donner, quel que soit le reste, même si vous démarrez sur la facture électronique, parce que je vois certaines questions, même si c'est le début, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, parler à vos clients pour leur dire on va s'occuper du sujet, on revient vers toi rapidement. Exactement. Je parle sous ton contrôle, hein, mais on revient vers toi rapidement, ne signe pas auprès d'une banque ou d'un tiers, viens me voir avant. Juste ça, c'est faisable dès aujourd'hui, indépendamment du reste. Et peut-être faut expliquer juste rapidement la raison, parce que si derrière vous êtes déconnecté de la gestion commerciale, des flux, vous n'allez pas comprendre les impacts côté comptabilité, comment elles vont se traduire en comptabilité. Et le but du jeu pour nous, c'est de s'assurer que le déclaratif qui va demain être fourni par la gestion commerciale, puisque c'est l'État qui va aspirer les données de gestion commerciale et pas les données comptables, doit être en lien, en ISO, avec la compta. Ouais, bien sûr. Ça, c'est important. Ouais. Et donc, c'est pour ça que l'expert comptable a tout son avenir dans ce sujet-là. Et il doit être au cœur du projet pour ses clients, sinon on va avoir un déphasage entre la compta et la gestion et on risque d'avoir des soucis en clôture. Donc c'est pas juste un enjeu de conformité, de se dire il faut que je sois prêt pour le 1er septembre 2026, il y a des enjeux beaucoup plus profonds et beaucoup plus lourds, un enjeu de souveraineté presque j'allais dire de la profession sur ses flux, sur sa matière première. Donc c'est pour ça que c'est important de s'y intéresser. Il y a un enjeu organisationnel. En fait, si on a créé les parcours de la transformation, l'origine, c'était l'arrivée de la facture électronique, parce qu'on le sait tous, le calendrier a été retardé. Mais en fait, la première saison des parcours de la transfo, donc il y a 5 ans, c'était quel impact sur nos cabinets en fait, ce point final de la numérisation. Parce qu'en fait, la facture électronique, c'est la fin du process d'automatisation. Et donc, on le sait, il y a un impact, en termes de stratégie de l'expert comptable. Et il est encore plus fort aujourd'hui pour tous nos cabinets généralistes. Concrètement parlant, est-ce qu'on va être capable de gérer 20 plateformes agréées ? Si tous nos clients ont par exemple 20 logiciels métiers, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec 20 plateformes agréées? Donc comment on va traiter ça? Peut-être que ça sera très facile ou pas, en tous les cas, il vaut mieux l'anticiper. Donc une stratégie métier, un management, parce qu'il faut embarquer nos équipes. On est une profession réglementée et libérale avec des collaborateurs, puisqu'on a plus de 200 000 collaborateurs dans nos cabinets sur les 22 000 experts comptables. Donc, embarquer nos collaborateurs, et ça, changer la façon de faire. Déjà, pour nous, c'est compliqué, pour nos collaborateurs, c'est aussi compliqué. Et puis après, la troisième dimension, déjà il y a 5 ans, qui avait été évoquée, c'est vendre en fait. Moi, je vous croise régulièrement, comme j'anime beaucoup de sujets, et surtout ce sujet-là qui est un peu ma marque de fabrique. Je vois des experts comptables qui me disent super, moi j'ai anticipé, j'ai proposé à mes clients un logiciel de facturation. Mais alors donc ça me coûte 3 euros, 5 euros, 8 euros par mois. Mais quand j'ai proposé au client de lui facturer l'outil 8 euros par mois, il m'a répondu, il n'en est pas question. Donc moi, je ne l'ai pas mis sur mon outil. Donc ça, là, il y a un problème en fait j'ai envie de dire, entre guillemets, de savoir vendre, de proposer cette offre et peut-être de stratégie. Est-ce qu'on n'est pas mieux à prendre ce coût en interne? Et comme ça, on a une fluidité des flux et on gagne beaucoup de temps. Bon, pas d'émission dans la gestion des cabinets, mais c'est tout ça que nous allons devoir traiter intellectuellement, nous, experts comptables, chefs d'entreprise. 1, une stratégie, 2, le management de nos collabs, 3, savoir faire des propositions à nos clients, on en parlait en début, qui est faire une proposition de mission de facture électronique. Et là-dessus, si je peux me permettre, pardon, on est dans les 2 premiers ateliers. Julien. Non, mais c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Je vous invite à regarder les replays des premières saisons, justement, des ateliers de transformation que vous avez sur la chaîne YouTube de l'Ordre de Paris, où vous allez avoir tout l'impact traduction sur l'offre de mission, l'offre de service du cabinet, de l'automatisation et de la facture électronique, notamment avec Philippe. On a un livre blanc aussi. Il y a un livre blanc là-dessus. Donc à ce moment-là, je vais demander, on va vous le mettre dans le chat, le livre blanc de cette saison.
Voilà. Tout ça, en fait, il y a une logique. Enfin, Oui. heureusement, il y a une logique dans tout ça. Donc là, cette saison, on va se concentrer sur les aspects un peu techniques de la Bien sûr. mise en place de la réforme. Mais l'impact sur l'offre de services a déjà été traité. Et tout ce qu'on a dit il y a 2 ans sur ces aspects-là reste toujours d'actualité. Donc vous avez un livre blanc qui est à disposition gratuitement, des webinaires avec des exemples de missions, la façon de les préparer, l'impact sur les collaborateurs. On a déjà évoqué tous ces sujets-là. On va avez vous mettre tous les livres blancs de chaque saison, comme ça vous pourrez les avoir, puisque c'est vrai que tu as raison, il y avait une saison spéciale. Comment vendre, quelle mission, quelle offre. Il y avait même tout un chapitre sur comment vendre la mission de facture électronique qu'on a traitée il y a 2 ans. Exactement. Et je ne pense pas que ce qu'on a dit il y a 2 ans soit obsolète aujourd'hui. L'audit que tu évoquais, John, il avait été évoqué de mémoire par Stéphane Reynaud qui avait donné des conseils, qui faisait des propositions même de tarifs. Enfin, ça va assez loin dans la réflexion. Tout ça est du contenu à dispo. À la fin, il faudra tout compiler dans une... On va faire une bible des ateliers de la transformation. Il y a beaucoup de questions, donc il faut que je continue sur les aspects sur le cadre. Il y a pas mal de questions sur le champ d'application. Ouais. Alors, on va peut-être pas rentrer dans le détail de tous les cas particuliers, mais je reviens vite sur les micros parce qu'il y a eu d'autres questions. Oui. Ça veut dire que, pour être concret, des personnes que je vois jamais au cabinet, quasiment pas, parce que c'est un micro et je mets un chiffre sur la déclaration de revenus, septembre 2026, ils vont me poser des questions ou ils vont s'en poser en tout cas. Et surtout, ils seront plus présents au cabinet et potentiellement, vous allez devoir leur facturer ce temps passé avec eux, en tout cas les équiper. Oui. Voilà. Alors après, l'enjeu, c'est est-ce que vous voulez rester sur cette clientèle ou pas? Ça, c'est une stratégie aussi avant en réflexion, mais il faut s'y préparer. Et comme le dit Virginie, c'est une question de vision et de stratégie. Vendre. Ces micros, en fait, ces micro-entrepreneurs, soit ils dépassent le seuil de TVA, soit ils ne le dépassent pas. Oui. S'ils ne dépassent pas le seuil de TVA, en général, on ne les voit pas, ces gens-là. S'ils le dépassent, il va falloir... donc, on les voit, et là, être proactif, parce que là, il va y avoir des questions qui vont se poser. Mais on va les capter, en fait. En fait, on va les capter en réception. C'est-à-dire que cette population-là qui ne venait pas à nous, potentiellement, on va les ravoir au cabinet. Enfin, en tout cas, on va les avoir au cabinet. Ils vont taper à notre porte parce qu'ils vont devoir se mettre en conformité, notamment pour récupérer les flux. Même en dessous des seuils. Même en dessous des seuils en réception. Et effectivement, Virginie a à juste titre raison, pour la partie émission, lorsqu'on va dépasser des seuils, alors on sait qu'il y a des discussions encore en cours, mais effectivement, il faudra aussi les équiper en émission, et c'est peut-être là où la technique fiscale de l'expert comptable, sa connaissance, va permettre à l'assujetti de se mettre en conformité sur des taux particuliers, sur des éléments de facturation, des mentions obligatoires qu'il faudrait porter dans la facture, qu'ils n'auront pas, par exemple, sur des plateformes en ligne qui n'auraient pas d'accompagnement. Oui. Donc là, tu évoquais des discussions en cours sur les micros. Oui. Il y avait le cas des médecins aussi qui a été évoqué dans les questions, le cas des établissements bancaires, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on pourra préciser dans les ateliers, donc on ne va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, sinon on n'aura pas le temps de faire le tour d'horizon. Mais effectivement, il y a certaines choses qui sont... c'est peut-être un actu de la facture qu'on va faire, peut-être spécial médecin d'une demi-heure. Oui, c'est des choses qu'on peut traiter dans des formats plus courts et qu'on peut approfondir. Là, on va essayer de faire un tour d'horizon, parce que je vois qu'il y a des questions quand même sur des sujets... sur des fondamentaux, et c'est très bien. Donc il faut qu'on fasse quand même le tour pour donner le même niveau d'info à tout le monde. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certaines choses qui sont encore en train de se stabiliser sur certains points très, très particuliers. On était sur le calendrier. Si je reviens là-dessus, est-ce que tu peux nous dire un mot sur VIDA? Qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme et pourquoi est-ce qu'on peut en parler? VIDA, on va faire simple, c'est une directive européenne qui vise à généraliser en Europe cet exercice de transmission des flux entre assujettis frontaliers en fait dans l'Union européenne. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui on se concentre sur le marché français, donc ce qu'on appelle local, et derrière on va devoir après travailler cette thématique avec les clients qu'on aurait soit à l'étranger ou les clients de nos clients qui sont à l'étranger. Voilà. Donc c'est une raison de plus de s'y mettre en fait, parce que quel que soit, on peut se dire en France que le calendrier bouge ou pas, de toute façon au niveau européen il y a une date. Et c'est 2030. Et c'est pas loin. Voilà, et ça a été acté dernièrement, et en France ils ont commencé à travailler sur la thématique. Voilà, donc c'est pas quelque chose de très loin non plus. Des discussions sont en cours pour effectivement ajuster les éléments. On a eu a priori une information comme quoi la facturisque serait généralisée en Europe. C'est une des formats du socle, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais l'idée, c'est que les choses sont bien lancées, bien armées. Et juste pour revenir sur ce qu'a dit Virginie, l'annuaire est déjà en production, donc on peut déjà l'utiliser. Effectivement, là, il y a un site internet qui a ouvert là, il y a quelques jours, où on peut aller taper un numéro ciré et voir si la plateforme a été choisie. Très bien. Je passe sur le chapitre d'après. Je vois passer certaines questions en fonction du timing. Il y en a certaines que je prendrai, mais continuez à les poser puisqu'on les suit et je vois passer aussi les idées de webinaire.
on note tout ça. On va parler de l'architecture de la facture électronique. Donc on a évoqué l'annuaire, on a évoqué tout ça, les plateformes, les PA, anciennes PDP. Est-ce qu'on peut faire un petit point? Donc PA, c'est plateforme agréée. C'est ça. Voilà. Pour ceux qui Effectivement. C'est le nouveau nom depuis juillet. de PDP. Voilà, c'est ce qui concentre là beaucoup de discussions. On parle beaucoup moins du PPF, le portail public, dont on parlait beaucoup plus à une époque. Pourquoi est-ce qu'on en parle moins aujourd'hui et en quoi son rôle a changé? Alors depuis octobre 2024, les règles ont changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait avoir accès directement aux services de l'État gratuitement via ce qu'on appelle le PPF. Depuis octobre 2024, ils ont changé les règles du jeu pour diverses raisons. On n'est pas là pour débattre de sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de maintenant, il faut s'équiper d'une solution qui sera forcément payante un jour ou l'autre ou qui sera intégrée dans vos services déjà au cabinet. On ne va pas revenir sur le sujet. On laisse les éditeurs en faire la promotion. Néanmoins, le paradigme a changé. C'est-à-dire que pour utiliser effectivement et pour être conforme à la loi, il faudra s'adosser à un service de solution PDP, qui est maintenant appelé PA, plateforme agréée. Merci. Donc ça, c'est la partie... alors, si on se fait un peu en tête le schéma visuel, c'est que vous avez une entreprise A, une entreprise B. Si elles souhaitent communiquer entre elles, elles vont devoir utiliser une plateforme qu'on appelle PA. Ça, vous l'avez compris. Vous avez également les anciennes OD qui se sont transformées en maintenant le nom, c'est solutions compatibles. Alors c'était opérateur de dématérialisation. Voilà, opérateur, voilà, exactement. OD, et c'est devenu solution compatible. Exactement. Qui existent toujours et qui vont permettre de faire le lien entre potentiellement la compta et la PA, la plateforme agréée. Donc la PA est obligatoire, pas le. C'est juste pour clarifier. Exactement. Voilà, la PA est obligatoire, pas la solution compatible. Exactement. Et derrière ça, vous allez avoir un agrégateur qui s'appelle le PPF, concentrateur, qui va permettre d'aspirer un certain nombre de flux de vos PA pour gérer effectivement la partie fiscale. Donc, du coup, j'ai plein de questions à te poser. Là, ce que je comprends, c'est que je vais être obligé de choisir une PA pour l'ensemble des clients qui sont concernés. Ouais. Est-ce que je peux en choisir, par exemple, une en émission, ou est-ce que mon client peut décider d'en avoir une en émission, une à réception? Est-ce qu'on peut faire ce type, ou d'en avoir plusieurs? Est-ce que c'est possible? Et c'est là où l'expert comptable rentre en jeu, parce que effectivement, dans le choix de la stratégie, potentiellement, vous allez être confronté à des clients qui vont, notamment dans l'e-commerce, avoir besoin de X PDP. Enfin, PA, pardon. Parce qu'ils ont des tuyauteries qui sont différents. Quand ils vont émettre des flux, par exemple, sur le territoire par exemple, français, enfin, il y a diverses raisons qui vont obliger les entreprises à utiliser plusieurs PDP, enfin plusieurs PA, pardon. C'est encore un peu frais cet été. Frais, oui, c'était juillet. Et donc, du coup, il faudra s'y préparer. Et c'est pour ça que l'expert comptable a une carte à jouer pour analyser le terrain de jeu, savoir si on va devoir brancher plusieurs solutions ou pas. Donc les raisons pour lesquelles une entreprise peut avoir recours à plusieurs plateformes, ça peut être je sais pas, des fournisseurs ou des clients étrangers, ou peut-être un secteur. Si tu veux, voilà. Moi, concrètement parlant, par exemple, dans le cabinet, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais choisir dans mon cabinet? Et donc j'ai appelé pas mal d'éditeurs et je leur ai dit comment je vais faire pour mon cabinet, parce que je me dis que c'est toujours bien de commencer par soi-même, comme ça après on a la même réflexion pour nos clients. J'ai imaginé que j'aurais 2 PA. Parce que si je capte mes flux en fait par une plateforme d'ossérisation, ben, je me suis dit peut-être que naturellement je vais prendre la plateforme d'ossérisation. En revanche, je vais quand même me renseigner sur les fonctionnalités de cette PA, mais déjà en termes de logique, je me suis dit je vais prendre cette plateforme. Et puis comme je fais mes factures de vente sur un autre outil, eh ben, je vais peut-être prendre pour l'émission une autre PA. Donc j'ai appelé pas mal d'éditeurs en leur disant est-ce que c'est un délire de se dire que déjà dans mon cabinet, j'aurai 2 PA. Il me dit non, ça semble assez la logique. Alors si, donc, et qu'est-ce que tu en penses toi? Ça me rassure parce que je vais faire la même chose que toi. Voilà. Non, c'est moi. Moi, je suis rassurée parce que toi, ça fait 3 ans que tu fais ces missions. Moi, je suis qu'en théorie. Toi, je crois que j'ai jamais vu de facturiste de ma vie. Donc, c'est ce que tu mets en place chez les clients. Et chez moi surtout. Et chez toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'utilise plusieurs outils au cabinet, de pré-compta, de facturation. Et aujourd'hui, effectivement, déjà d'une part, mes collaborateurs sont déjà outillés et connaissent l'outil. Donc ça m'embête de débrancher pour rebrancher un outil, la conduite du changement qui peut être important. Et surtout, ça me permettra de garder ma même organisation au cabinet.
Parce que finalement, les branchements en comptabilité sont déjà faits. C'est juste les réceptacles d'outils qui vont évoluer, mais ça, c'est l'éditeur qui va s'en charger. Alors maintenant, je me mets à la place d'un cabinet qui a une TPE, un artisan qui fait ses factures sous Word. Est-ce que lui, il va aussi aller sur deux plateformes? Est-ce que, ce que je veux dire, c'est que là, tel qu'on le décrit, il y a beaucoup de cas différents. Objection, votre honneur. Peut-être que l'artisan... Moi, je pose des questions, c'est tout ce que je sais. Peut-être que l'artisan, il a une caisse électronique. Bah oui. Et là, on arrive, ouais. en fait au e-reporting, parce qu'en fait, on parle beaucoup du e-invoicing. Et j'ai l'impression qu'on parle assez peu du e-reporting qui est le point, pour moi, John, ça a l'air d'être une usine à gaz, ce truc. Oui, parce qu'on n'en parle pas assez, parce que les textes ne sont pas encore stables sur le sujet. D'accord. Et donc, tant qu'on n'a pas les textes et les règles du jeu bien définies, on a du mal à se projeter. Je suis d'accord avec toi. Pour autant, effectivement, il faut s'y préparer. On connaît les grandes lignes, on sait qu'on va devoir transmettre un certain nombre de données, et c'est peut-être qu'on peut le rappeler. Oui. Le e-reporting, c'est... Là, je crois qu'on l'a pété son plan de truc. C'est juste pour qu'on puisse, juste pour boucler sur l'architecture, pour terminer, et après on passe au chapitre suivant, mais c'est pour on n'a pas parlé de l'annuaire, peut-être. La cohérence, voilà. Qu'on parle du rôle du portail public. Okay. Donc là, on a parlé des plateformes privées. Non, mais c'est important de dire, ce que je retiens, c'est qu'il peut y avoir plein de configurations différentes. Exact. Donc, des entreprises qui vont être sollicitées par beaucoup d'acteurs, qui vont avoir des besoins sectoriels peut-être, des besoins à l'international. Donc il y a un vrai rôle d'organisation de tout ça. Et l'expert comptable tout seul ne va pas pouvoir dire je décrète que tous mes clients ont cette plateforme. On peut dire ça, voilà. On peut le dire, et tu as raison de nous recentrer. Concrètement parlant, je pense que pour notre portefeuille, si on a mis tous nos clients, parce que la captation de la donnée dans nos petits cabinets où on traite de la TPE, souvent on a mis en place le même OCR chez tous nos clients. Donc souvent en réception, si on a mis cet OCR chez tous nos clients, peut-être que naturellement en réception de facture, on prendra l'APA pour tous nos clients. En réception. En émission, c'est différent. Parce que si j'allais dire, si on a des activités diverses, qui est quand même le cas dans la plupart des cabinets, souvent nos clients ont des logiciels métiers. Ouais. Un logiciel métier pour l'émission des factures du bâtiment. Et on le sait tous, elles sont super spécifiques, avec les comptes prorata, les situations, enfin bref. Donc, si on arrive avec nos gros sabots et qu'on commence à dire à nos clients dans le bâtiment, je vais te faire changer de logiciel parce que j'ai envie que tu prennes ma PA, à mon avis, on ne va pas garder le client longtemps. Donc, on va se retrouver de manière obligatoire avec l'APA du logiciel métier de nos clients. Donc je pense que ça sera pareil. Nos clients restaurateurs, il va y avoir la caisse électronique. Donc je pense qu'on va gérer peut-être 5, 10, 20 PA différentes en émission par activité de cabinet. Et donc le but du jeu, c'est de prendre les choses en main avant que votre client signe quelque chose avec n'importe quel outil, pour s'assurer que l'interopérabilité entre les systèmes de caisse que demain va utiliser votre client soit compatible avec votre solution de production comptable. Et c'est peut-être le moment aussi de demander, nous c'est ce qu'on a fait, des ajustements aux éditeurs pour qu'ils puissent se parler. Voilà. Ça c'est important. Et il y a un autre sujet que je voulais mais ça va me revenir. Okay. Pardon. Donc, ça, c'est pour les plateformes. Il y a un sujet important, pardon, parce que là, on parle beaucoup. C'est important pour que les experts comptables se visualisent bien. Le terrain de jeu là, dont on parle, c'est surtout sur la tenue comptable. D'accord ? Oui. On a un sujet sur la révision comptable. La révision comptable, on a l'info toujours tardivement. Virginie, ça va plaire à Virginie. Voilà. Sur la révision comptable. Non, mais c'est vrai. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit proactif avec ce type de clients, ce type de dossier, pour rentrer dès maintenant dans la stratégie de nos clients sur la partie gestion com, parce que demain, quand on fait la révision comptable, on va devoir avoir accès à la gestion com, donc avoir des droits d'accès suffisamment importants pour pouvoir mettre les mains dedans, et derrière, de faire la révision en comptable pour récupérer le flux en compta. Donc en fait, la révision, finalement, on ne va pas le faire une fois par an, peut-être qu'on va la faire lycée, et peut-être qu'on va facturer un peu plus. Tu as vraiment raison, en fait. On pourrait imaginer et faire un peu les flemmards en se disant, bon, les clients que j'ai en mission de révision, donc en fait, qui ont un staff comptable, bon, c'est leur problème, la facture électronique, et puis je m'en mêle pas. C'est un peu dommage parce que déjà, je pense que c'est une mission passionnante. Oui.
parce que nous, on est au cœur des flux, au cœur du process, donc on les connaît, les process de ces dossiers de révision, et on peut vraiment les conseiller sur des outils, sur des plateformes. Ce qu'on a fait, par exemple, quand on leur a conseillé de prendre par exemple un outil d'ossérisation, parce que la plupart du temps, ces clients en mission de révision, ces staff comptables, ils sont un peu paumés et ils nous demandent notre avis. Ce qu'on a fait pour cette mission d'ossérisation, voire cette mission d'outils d'émission de facture aussi, il faut le faire avec la facture électronique. Oui. Et ça, c'est une magnifique mission à proposer aux clients en termes de flux et de process. Et juste un dernier point, c'est important que je donne des informations que je vois sur le terrain. Ces clients-là sont souvent accompagnés d'intégrateurs. Et les intégrateurs, parfois, racontent des bêtises fiscales, des raccourcis fiscaux, parce que ça les arrange, parce qu'ils ne connaissent pas les sujets. C'est important que l'expert comptable soit là pour savoir, oui, c'est juste ce que vous dites, ou non, c'est pas bon, et voilà pourquoi, dans les process et les flux. Donc, sur ce qu'on peut dire, obligation d'avoir une plateforme agréée, une PA. Ça va être plus compliqué que juste choisir une PA, on l'entend bien, et c'est plutôt un rôle d'orchestrateur qu'un rôle de choix d'une solution qu'on va imposer à tout le monde. Exactement, c'est ça. Si je viens sur l'ex-portail public de facturation, donc lui il conserve deux fonctions, une fonction d'annuaire et une de centralisateur, tu les as évoquées. C'est ça. L'annuaire, son rôle peut-être, voilà. L'annuaire, si vous voulez, c'est je dirais le dictionnaire de l'État. Enfin, en gros, on va avoir le listing total des assujettis en France. Ne vous alarmez pas, la donnée n'est pas encore véritablement mise à jour. Notamment, j'ai fait une recherche sur des clients qui sont BNC de santé, qui n'apparaissent pas encore dans l'annuaire. Okay. Ça va venir, ils sont en train de mettre à jour les données au fur et à mesure. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dès maintenant, vous pouvez bâtir votre réflexion donc en réception. Donc en fait, l'annuaire, ça concerne notamment les flux en réception. Je trouve comment là? Je tape quoi? Alors, je vais dans Google. Alors, vous avez Chorus Pro, on vous enverra le lien peut-être. Alors, Chorus Pro, on le connaît tous puisque c'est le B2C. Oui. Là, maintenant, si vous tapez annuaire facture électronique sur Google, là, vous allez tomber dessus. Voilà. Ça a été annoncé la semaine dernière. Voilà. Et donc, en fait, maintenant, vous allez pouvoir avoir accès en lecture sur l'annuaire. Alors, dans cet annuaire, aujourd'hui, vous allez uniquement savoir si votre client a utilisé ou s'est adossé à une PDP ou pas, sans donner le nom. Mais ça vous donnera également une indication sur est-ce qu'il fait partie de cet écosystème ou est-ce que c'est peut-être à vous d'aller alerter un service de l'État pour renseigner effectivement votre client. Donc, comme on s'ennuie un peu en cabinet, ce qu'on peut faire gentiment, c'est de prendre tous les numéros SIRET de nos clients, les mettre dans l'annuaire et de contrôler un par un déjà. On va voir si nos clients ont choisi déjà une PA à l'insu de notre plein gré. Premièrement, et deuxièmement, voir s'il est bien référencé en fait. Voilà, et puis comme ça, enfin, je plaisante un peu, mais ça nous sensibilise en fait à ce nouvel environnement. C'est ça. Plus comme outil de sensibilisation, je pense que tous les rentrer en parents, il n'y a peut-être pas forcément de valeur ajoutée, je pense, mais à les tester comme ça pour voir si certains sont déjà basculés. Aux collaborateurs en fait. Je pense que tu vois, ça peut être en termes de management. Peut-être un premier pas vers cette facture électronique et que nos collabs rentrent gentiment, peut-être par cette petite porte-là, c'est pas compliqué de saisir un numéro SIRET pour voir si le client est référencé. En fait, c'est l'acculturation et là, enfin, on a un outil qui ne va pas forcément nous rendre service, mais en tout cas un outil qui propose d'avoir un miroir. Si je reviens à la saison d'avant, j'ai pas une petite IA qui va aller me tester tous mes numéros SIRET pour savoir si il faudrait appeler Fabrice, mais là, il n'est pas dispo aujourd'hui. Mais on va l'appeler pour aller renseigner. Bon, il doit y avoir quelque chose à faire. En tout cas, vos éditeurs, sachez que vos éditeurs sont en train de préparer, parce que j'en parle avec tous, on va pas les citer, même les plus dinosaures qu'on connaît. On prépare aujourd'hui effectivement des listings miroirs dans vos systèmes intégrés. Et ils vont faire la connectivité automatique. Donc voilà, ça sera beaucoup plus simple. Oui, puisque l'annuaire, sa fonction principale, c'est d'être interrogé par les plateformes pour pouvoir savoir à qui envoyer les factures. Et l'enjeu, juste pour bien comprendre l'annuaire, à quoi il sert, ça sert à savoir finalement à donner l'information de où vous voulez recevoir le flux. Pas de les mettre, c'est uniquement où vous voulez recevoir le flux. Il y a 4 niveaux, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est important de bien comprendre à quelle maille vous voulez récupérer le flux, puisque plus vous allez avoir de PDP, plus il faudra avoir de lignes dans l'annuaire. Mais ça, on a peut-être 3 minutes pour expliquer les niveaux d'adresse. Il y a 4 adresses, il y a la maille sirène, donc ça c'est par défaut vous serez à la maille sirène, donc toutes les entreprises en France vont pouvoir récupérer à la maille sirène leurs factures.
Si elles ont plusieurs établissements, ils vont pouvoir avoir une couche deuxième de sirette. Donc la clé unique elle va être composée de sirène et sirette. Troisième couche, par exemple, Martine de la Compta, quand on est en révision, qui travaille avec Gertrude, côté gestion commerciale, par exemple. Faut arrêter les noms féminins pour la compta. Hein. Pardon. Je préférais Bernard de la Compta. Alors, Bernard de la Compta. Ça fait 30 ans qu'on a Martine de la Compta. Du coup, si on veut orienter les flux en réception vers des personnes ou départements particuliers, on va utiliser l'ID routage, qui se compose donc du coup du sirène, du sirette et l'ID routage. Et dernière chose, si on n'a pas plusieurs établissements, si on n'a qu'un établissement et qu'on n'a pas de plusieurs établissements en sirette, si on veut garder effectivement une granularité fine, on utilisera le suffixe, qui est un levier supplémentaire pour pouvoir ventiler le flux. Ça veut dire, Pardon. Non, mais concrètement parlant, en fait, on l'a tous vécu chez nos clients. Quand on a nos clients qui balancent une facture en émission, hein, donc qui envoient une facture à leurs clients, et c'est une énorme boîte, on l'a tous vu dans les comptes, que si la facture, elle n'arrive pas au bon service, elle n'est jamais réglée. Exactement. Et là, en fait, on parle de ça, et cette granularité va nous permettre de l'envoyer à la bonne personne, que notre client l'envoie à la bonne personne, et on sait tous que la trésorerie, c'est quand même le nerf de la guerre, et que si les factures ne parviennent pas, donc là on est au 1er septembre 2027, hein, en émission, sauf si on a la chance d'être l'expert comptable d'une boîte du CAC 40, mais c'est plutôt rare. En tout cas, il n'y a que 40 boîtes, donc bref, donc c'est encore plus rare. Donc, le nerf de la guerre derrière tout ça, et c'est comme ça qu'on pourra sensibiliser nos clients. Parce que si leurs factures de vente n'arrivent pas à bon port, ils ne seront pas réglés. Je prends un cas tout bête d'un de mes clients. Il est consultant indépendant et il travaille avec une grande société du CAC 40, comme tu le dis. Et en fait, on l'oblige à envoyer dès aujourd'hui déjà à une adresse mail spécifique sa facture. Oui. Et demain, ça va être le même process, sauf que ton mail ne va pas s'adresser comme un mail, mais plutôt comme une code de routage que tu vas intégrer à ta facture. Et de côté, donc expert comptable pour ses clients, ça veut dire que si j'ai des clients un petit peu structurés, une belle boîte, je vais pouvoir lui conseiller de définir 2 niveaux ou 3 niveaux pour qu'ils reçoivent ses factures exactement sur le bon service. Peut-être qu'on pourra annoncer ça pour la gestion des notes de frais. Exactement, oui, c'est quelque chose qu'on pourra évoquer, tout à fait. Alors, il y a énormément de questions, donc on se posait des questions sur le format, le thème, etc. Je n'ai pas de doute sur l'intérêt du public sur le thème. Beaucoup de questions techniques, pointues. Donc je vais en prendre quelques-unes, mais ça va permettre d'alimenter les prochaines sessions. Donc ne soyez pas frustrés si on ne répond pas à tout. N'hésitez pas à en poser ici aussi si vous en avez. Et puis aussi, Julien, enfin, vous l'avez tous compris, que la matière est en création. Bien sûr, il y a des choses qui bougent. Et il y a beaucoup de choses qui bougent parce que aux universités d'été, au congrès, ils ont annoncé par exemple que je crois les factures à l'export seraient plus dans le e-reporting, etc. Des allégements, oui. Et voilà, il y a des allégements, donc évidemment, et ça va être l'objet, de l'actu de la facture et de notre newsletter mensuel, où au fur et à mesure, on va vous informer de toutes ces nouveautés en co-construction, pas en co-construction, parce que je ne pense pas qu'on construit grand-chose, en construction. Et on a aussi, il fallait que je fasse, et je vais faire la petite page de pub, un site internet dédié à l'ordre, et là on peut peut-être diffuser le slide, on avait dit qu'on avait un slide ou je ne sais pas quoi. Oui. Voilà, si vous prenez ce QR code, en fait, là, il y a tout le concentré de tout le contenu qu'on vous propose en termes d'atelier de la transformation, d'actu de la facture, de la newsletter. Je ne sais pas si on a un petit blog dessus, mais peut-être qu'on pourrait un jour se rajouter un petit blog si on veut répondre aux questions. Donc, vous nous dites ce dont vous avez besoin. Et merci à la technique pour l'affichage on a en une direct super des technique, QR codes. c'est extraordinaire. Ce qu'on peut dire, ça bouge, il y a des choses qui bougent, mais peut-être juste pour... parce que le changement, ça peut des fois paralyser l'action, et il y en a qui peuvent se dire « Ah, mais c'est pas encore tout à fait arrêté, donc j'attends ». C'est pas du tout le message qu'on veut faire passer aujourd'hui. Il faut bien comprendre que les fondamentaux sont stabilisés, on peut travailler. Maintenant, on va avoir effectivement des allègements, mais qui vont pas venir changer la face du monde, entre guillemets. Exactement, c'est important de le dire. Et si je peux faire une petite métaphore, si on devait se paralyser, nous, en cabinet, en attendant la prochaine loi de finances, ça fait peut-être 80 ans qu'on ne ferait plus rien. Donc, on sait faire de bouger dans un environnement instable, encore plus aujourd'hui. Donc, les fondamentaux, on les connaît et il y a ce qu'il faut pour se préparer et s'organiser. Exactement.
Je prends une question. Alors, je l'ai perdu. Alors, quel est le bon timing pour choisir une PA? Le prochain, on va en parler dans le prochain atelier de la transformation. Dans à peu près un mois, on parlera de ce sujet-là spécifiquement. Le timing, des critères. Évidemment, on ne va pas vous dire prenez celle-ci ou celle-ci. Non, ce qu'on va faire, c'est que le prochain atelier de la transfo, on va vous faire une petite cartographie des fonctionnalités qu'on imagine, les fonctionnalités indispensables d'une PA. Donc des grandes idées, parce que vous l'avez compris, on est tous différents et vous avez une clientèle différente, donc il faudra qu'elle soit adaptée. Mais il y a des PA qui vont proposer plus, en réalité, d'ex-OD, parce qu'on parle de PA, mais c'est PA plus OD qui s'appelle comment l'OD là maintenant? Solution compatible. Solution compatible, parce qu'est-ce qu'il y a un outil de paiement, etc., etc. Et c'est cette vision globale. Donc on va vous donner peut-être l'image d'une cartographie idéale d'une PA. Et en février, dans les ateliers de la transformation, l'atelier de février, on s'est dit qu'on allait vous proposer le benchmark de toutes les PA qui auraient sorti leur fonctionnalité. Alors, les principales, pardon, pas toutes, il y en a 105. Donc, toutes les PA de notre environnement de cabinet d'expertise comptable. Si en février, on ne peut pas le faire parce qu'elles n'ont pas toutes sorti leur fonctionnalité, on décalera dans le temps. Mais dès qu'on a l'info, on vous fera un benchmark peut-être des 20 PA, des 15 PA. Je ne sais pas combien il y a de PA en fait aujourd'hui dans notre... Dans la profession, dans notre environnement. Quelques dizaines, je Il y en a dirais. de plus en plus. Ouais, on a peut-être une vingtaine, trentaine. Les éditeurs d'OCR, les éditeurs de logiciels de production, les éditeurs spécialisés. Et surtout qu'on a une profession qui est de plus en plus intéressante pour les éditeurs. Donc, alors, ça a soulevé des questions parce que je sens qu'on a fait monter le niveau de stress dans l'audience. Donc, il y a des questions sur le report éventuel de la réforme. On sort du congrès où il y avait des représentants de la DGFiP qui ont été assez clairs sur le sujet. Université d'été et de l'ordre à Porte-Maillot et le congrès à Lyon. Là, c'est clair, pas de report. Alors, oui, alors. Alors, comme la dernière fois, non mais vous avez raison. Alors, on n'entend pas les questions. Alors, il faut poser dans la salle. Non mais alors, donc il y a une question dans la salle qui est est-ce que l'État a l'argent pour le faire? C'est la question, chers confrères. Alors, je vais vous rassurer, on se rappelle juste du début de la réunion. En octobre 2024, ils ont changé de fusil d'épaule. Donc toute la complexité, maintenant, elle repose sur le secteur privé. Oui. Donc il n'y a plus beaucoup d'argent en fait investi par l'État sur ces créneaux-là, puisque finalement l'État va uniquement se brancher au secteur privé. Et donc derrière, après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils seront capables d'analyser les flux? Est-ce qu'ils ont les budgets pour analyser les flux? Donc, alors, attends, moi je voudrais, en fait, si l'État a annulé en octobre, c'est ce que tu disais, la PPF, la fameuse PPF qui s'appelle, en fait, qui devait réceptionner de la facture électronique, en fait, qui devait être, en fait, une PDP gratuite, en gros, pour l'État, comme Chorus Pro. Si l'État a arrêté ça en octobre, c'est justement parce qu'il n'avait pas les budgets. Donc aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout une question de budget. Et l'annuaire, en fait, ils sont allés se connecter à l'annuaire PayPal, l'annuaire européen. Donc il n'y a pas de création, en fait, d'outils de l'État. Il y a simplement une adaptabilité de l'annuaire PayPal à nos spécificités françaises. Donc c'est pas du tout une histoire d'argent. C'est mon intime conviction, je peux me tromper, mais il est vrai qu'on est en pleine instabilité politique, alors à laquelle nous parlons, nous ne savons pas le nom de notre ministre de l'économie, des finances, notre ministre du budget, etc. On ne sait pas qui c'est. On sait tous le poids de Bercy et de l'administration quand même dans cet écosystème entre la concurrence, entre l'administration fiscale et le ministre de l'économie. Donc moi, j'aurais envie de dire à 98%, je rigole, je vais vous dire pourquoi. Le calendrier va être maintenu. Alors pourquoi je rigole? Parce qu'à peu près à la même époque, enfin bref, ma fille qui est née en octobre 2000, lors d'une échographie, on m'a dit à 98% c'est un garçon et elle s'appelle Maya.
Voilà, voilà, c'est pour ça que ça me fait rigoler un petit peu. Alors, il y a une autre question. Alors, par contre, les questions, on les prend que s'il y a le micro. Sinon, on ne peut pas les prendre. Parce que sinon, on se coupe de 300 personnes qui sont en direct et c'est dommage. Mais ce sujet, il est important parce qu'on a tous une crainte sur la. En fait, on espère tous avoir un report. Non, moi, je ne veux pas de report. Mais moi, je ne veux pas de report. Et deuxième chose, en fait, il faut juste comprendre une chose, c'est que, comme tu l'as juste titre dit, moi, j'interviens depuis déjà plusieurs années sur le sujet. Dans les grands groupes, quand on a connu le report, on a décidé d'y aller quand même, de s'équiper, de s'organiser avec nos clients fournisseurs grands comptes. Pourquoi? Parce que derrière, on va avoir un gain de productivité qui est énorme en termes de production comptable. Exactement. La facture électronique, je trouve que pour nos cabinets, c'est extraordinaire. On va arrêter de s'enquiquiner à réceptionner les factures. On va avoir les flux. De ces flux, si la gouvernance actuelle continue le data lake de la profession qu'on avait appelé la source, de ces flux, la profession pourra avoir un référentiel statistique qui pourra nous être donné pour, lorsque nous faisons nos rendez-vous bilan, avoir par exemple des comparatifs sectoriels. Enfin, je pense que grâce à la facture électronique, dans 5-10 ans, notre métier aura une autre structure et on sera beaucoup plus orienté accompagnement que tous ces temps qui engluent nos collaborateurs pour réceptionner les flux. Évidemment que les 4 premières années, ça va être compliqué parce que je pense qu'on va s'enquiquiner et que les 95% de gains de productivité qu'on aura sur la facture électronique, on peut les perdre en 5% à gérer les fameux 36 cas d'usage qui vont être le poil à gratter, un peu à la con de cette réforme. Alors moi, à chaque fois que je les croise, moi je leur dis arrêtez ça. Vous savez, par exemple, pour les factures de restaurant, mais on va faire un actu de la facture spéciale sur le restaurant, sur les factures de restaurant en B2B, il va falloir... on a un seuil de 150 €. On n'a pas besoin de la facture électronique. Ça, c'est cool. On ne va pas s'enquiquiner pour une note de restaurant à 20 €. On ne l'a pas, par exemple, sur les sandwichs pour la boulangerie. Donc, j'aimerais beaucoup que ce seuil de 150 €, il s'applique peut-être aussi à la boulangerie, etc. Alors, ça veut dire quoi, les sandwichs? Ça veut dire qu'on a un chef d'entreprise qui s'achète un sandwich, qui fait passer sur la boîte, ou un collaborateur qui est en mission, qui s'achète, qui va dans une boulangerie et il prend le menu du jour et les bidules, bing, il faudra qu'il scanne sur la petite devanture de la facture électronique le QR code de la PA du mec, enfin bref, ou les factures d'essence des dirigeants qui devra faire, j'imagine que chez Total, il y aura un petit QR code, alors soit on va prendre la carte, alors je dis Total, mais vous faites le plein où vous voulez, soit on a la carte qui va bien, soit on aura un QR code, j'imagine, sur les stations-service pour bing, le cliquer, pour avoir l'autre facture en facture électronique. Et si le client oublie de le faire, on lui dira c'est un peu pour ta pomme. Et là, il va être un peu fâché. J'ai juste un cas très concret qui va parler à tout le monde. On l'a vécu encore la semaine dernière et cette semaine pour les périodes de TVA au cabinet. C'est les clients qui me disent est-ce qu'on peut avoir le détail de la TVA? On va changer de posture. On va arrêter de produire les déclarations de TVA. Et finalement, le client ne pourra pas rouspéter si la TVA est trop importante. C'est pas nous, c'est l'État qui a calculé. Alors, on va... vous savez que la suite de la facture électronique, c'est le pré-remplissage des déclarations de TVA. Ouais. Mais cette date de pré-remplissage des déclarations de TVA, c'est dans longtemps. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Oui, tu dis que c'est 2030, il n'y a pas de date. Je suis obligé de vous arrêter parce que la TVA est tellement compliquée. On la prend. D'accord, on prend la question. Voilà. Non, je voulais simplement souligner qu'après l'éventuelle problématique du financement, l'ironie, c'est que quand vous présentez le projet, c'est pour tout centraliser auprès de l'État, mais l'État ne s'en chargera pas. Donc je ne sais pas comment ça va marcher. Quand tout doit être centralisé, on va lutter contre la fraude, et c'est grâce à ça que c'est une idée brillante, mais l'État n'intervient plus. Mais le sujet... Laissez-moi, moi, si on ne voit pas de distorsion entre le projet et la finalité et le moyen qu'on met en place, voilà, c'est pour ça. Avant que tu répondes, c'est quand même ce qui a été dit. C'est quand même ce qui a été dit. L'État se désengage. Alors moi, ils n'ont même pas donné de protocole standard. D'accord, pardon. Non, juste, je ne dis pas que ce sujet n'est pas important, mais là, vous avez la chance d'être sur place. Donc, c'est une discussion qu'on peut avoir juste après la session. Mais là, j'ai 300 personnes qui me disent on n'a pas besoin d'être convaincus du sujet, on a besoin qu'on nous explique comment faire. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a aussi quelques-unes ici. Donc, ce que je vous propose, c'est que la question sur l'aspect politique de la réforme, on la garde pour le café et qu'on avance sur la partie
partie Oui, sur tout à fait. le comment. Ça vous va comme On y ça va. Très bien. Tout le monde est d'accord ici aussi? Ok, super. On va faire ça. Ah, il y a une autre question. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord là. C'est une vraie question. Est-ce que c'est une question sur le fond? Sur la technique? Ok, d'accord, merci. Bonjour, merci de prendre la question. Ça n'a rien à voir avec la politique, la D'accord. mise en place de la facture électronique. C'est plus du coup sur le concret et la pratique. Ouais. Vous parliez au début du petit auto-entrepreneur. Je prends le truc de base. Il facture encore sur Word, Excel, comme vous aviez dit. Il y aura les plateformes qui pourront convertir en facture X. Quel est le délai en fait entre le moment où lui a fait la facture, entre le moment où il nous la transmet et le moment où nous on pourra la mettre? Ouais. Alors il y a effectivement ces sujets. Donc en fait, dans la réforme, il y a des règles de date et de timing. Donc quand vous allez émettre une facture, c'est toutes les 24 heures. Il faudra s'assurer que le flux est bien envoyé. Donc vous pourrez. Voilà. Et donc en fait, il y a une problématique de process. Si on prend un peu de hauteur, la facturation électronique, en fait, c'est du process et les notions de base de TVA. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et donc du coup, ça veut dire que dans vos process, si on ne doit pas passer par un stade où le client nous transmet un brouillon qu'on va nous transférer à une PDP pour faire la conversion en flux format, il faudra prévoir ces outils. Demain, pour vous rassurer, il y aura des outils qui vont vous proposer des solutions compatibles qui vont traiter avec votre client pour récupérer les flux de facturation. Typiquement, ça va être je veux facturer monsieur Durand pour tel montant ou l'entreprise BNP pour tel montant. Merci à l'expert comptable d'appuyer sur le bouton pour s'assurer que le flux est bien documenté pour l'envoyer à la PDP. Donc concrètement, en fait, c'est une question d'outils qui doivent se parler de façon optimale et qu'il n'y ait pas de latence en fait, entre les deux. En fait, ce ne sera pas une vraie facture tant qu'elle n'aura pas été convertie en facture. Exactement. Donc C'est ça. elle n'aura pas de valeur. Il n'y a pas de délai en fait, si pour j'ai le bien paiement. compris. Ouais. En fait, nos clients qui peuvent être par exemple prestataires de services, pas forcément en micro, sinon on ne grossit pas nos clients, s'il fait sa facture tous les 31 du mois, il continuera à faire sa facture tous les 31 du mois. Ça dépend comment il libelle sa facture. Il a fait les factures le premier du mois. Il a donné les factures à la fin du mois à nous. Non, Alors, mais après, il le met sur la plateforme quand il veut, en fait. Non En fait, En fait, non, il y a pardon, des dates. Les factures, c'est par exemple 1er octobre 2025. Mais nous, on a posé sur les plateformes le 31 octobre 2025. Alors, il y a des petites subtilités, c'est important de bien comprendre. Virginie a raison et je vais compléter. C'est-à-dire qu'effectivement, pour un consultant indépendant qui preste pendant un mois, par exemple, il va envoyer sa facture la dernière jour du mois ou à J+1 comme il a l'habitude. Par contre, dans sa facture, il devra mentionner la périodicité de facturation, comme normalement il le fait aujourd'hui. Par contre, quelqu'un qui facture, par exemple, dans un magasin, chez Darty, qui facture par exemple du matériel informatique, le jour où il a vendu, il doit transmettre le jour même, ou à 24 heures près, le flux à l'État. C'est différent. C'est-à-dire que la période de facturation, comme elle est sur une date précise, il doit transférer le flux à l'issue de cette journée. Moi, je n'imagine pas en fait que ce flux passe par le cabinet. J'imagine que notre client aura une PA et au moment où en fait il va faire sa fameuse facture, il ira la valider dans sa PA, il sera connecté, ça partirait directement sur la plateforme. Je n'imagine pas que ça passe par le cabinet. Je pense qu'il y aura sûrement des petites personnes qui... Mais le problème, c'est qu'ils ne seront pas capables de payer vos prestations. Non, mais d'où en fait le fait de choisir une PA qui propose la transformation Word Excel en fait. Oui, et que le client soit autonome. C'est ça. Je vois quand même des cabinets qui se disent un peu comme ça, certains clients ne vont pas pouvoir le gérer, donc en fait on va remplacer les points mensuels de collecte de pièces par des points mensuels de points sur la facturation. Ils vont nous donner leur brouillon de facture ou leur facturier et nous on ira saisir sur la plateforme. J'espère juste qu'ils vont facturer cette prestation parce que ça va prendre du temps. Voilà. Sûr. Non, mais Ah bah voilà, oui, de profiter pour externaliser ou internaliser selon comment on se place toute la partie facturation. Il y a tout un pan, moi je parle avec beaucoup d'experts comptables qui commencent à développer des offres de services assistantes de direction et autres ou administratifs. Exactement. C'est beaucoup Et je pense que ça va marcher. Parce qu'il y a toute la d'accord. partie administrative, cycle de vie, statut qu'il faudra gérer. Voilà, et tout ça, et on peut imaginer qu'il y a beaucoup de clients qui ne pourront pas. Donc il y a sans doute une offre de service à développer, mais ça aussi, ça avait été évoqué par Stéphane, Tout je à pense, fait. dans le précédent numéro. Pardon, excusez-moi. Non, Juste une petite question par rapport à l'annuaire. Oui. Est-ce qu'on n'a pas une démarche à faire pour vérifier les données de cet annuaire? Parce que quand on voit par exemple avec le RNE, le guichet unique, Non. quand on a voulu faire les premières démarches, il y avait des entreprises qui étaient mal référencées et il avait fallu faire des formalités de
correction avant de pouvoir faire notre propre formalité. Alors, Donc, est-ce qu'avec l'annuaire disponible pour la facture électronique, il n'y a pas un préalable? il y a plusieurs sujets dans l'annuaire aujourd'hui. Ce que je vois quand j'analyse en fait mon portefeuille client, parce que j'ai une activité aussi traditionnelle comme la plupart d'entre vous. Il y a beaucoup de cas où j'ai des clients qui sont déjà référencés sur d'autres plateformes, des banques. J'en avais pas connaissance et eux-mêmes n'en avaient pas connaissance. C'est pas grave. Le but, c'est juste de reprendre la main et de bien paramétrer pour son client ce qu'il souhaite, en tout cas ce que le client a décidé pour lui s'il a la main. Et troisième chose, on a aussi des clients qui ont des sirettes, qui traînent, qui n'existent plus dans la pratique, mais ils n'ont jamais fait les démarches pour la fermer ou la transférer. Et c'est peut-être à vous aussi de leur dire bah, attention, voilà, le sirette est ouvert, alors que ça fait 10 ans que vous ne pratiquez plus dans cette adresse. On fait des formalités, on vous facture et on la liquide. Voilà, ça c'est important de bien avoir ça en tête. Et encore une fois, ça peut amener à des prestations supplémentaires. Non, et après, s'il y a du n'importe quoi, il peut y avoir du n'importe quoi, parce que tu as donné des vrais cas. Est-ce que l'idée, ce n'est pas de ne pas se stresser là-dessus et peut-être d'attendre juin, donc on teste notre portefeuille et d'attendre juin que l'annuaire ait réparé ses bugs pour ne pas s'exciter comme des fous et râler comme des fous en se disant tout est faux parce qu'ils sont en construction. Donc on peut déjà se saisir des sujets qui sont de notre fait, entre guillemets, ou du fait de l'entreprise, s'il n'a pas supprimé un établissement secondaire, etc., ou une entreprise, et faire ce nettoyage-là par un acte juridique. Après, le reste, si c'est un bug technique, j'ai envie de dire, attendons. Alors parfois, c'est même pas des bugs techniques. C'est, par exemple, je prends un cas tout bête, c'est le numéro de TVA Intracop qui n'est pas activé. Pour certains des clients, je ne sais pas pourquoi il n'est pas activé. Donc peut-être que c'est à nous de mettre en conformité le dossier. D'accord, mais alors comment on fait là? On saisit, on va rentrer le numéro FR? Non, je pense qu'il faut directement s'orienter vers le SIE qui va mettre à jour la fiche, le mémento fiscal du client. Ouais, bah là on va attendre. Hein. L'inscription sur l'annuaire, elle relève pas du... Enfin, on peut dire ça. L'inscription sur l'annuaire, elle relève pas de l'expert comptable ni de l'entreprise, elle relève de la plateforme. Donc c'est pas les experts comptables qui vont inscrire. On peut juste consulter sur le site, mais c'est la plateforme qui inscrit sur l'annuaire. Et derrière, ça peut mettre... Attends. Si on a envie de faire un peu de politique et ça va plaire à notre confrère là-bas au fond. Non, mais si vous le testez chez vos clients et que vous vous rendez compte sur 30-40% de votre portefeuille qui manque le numéro FR, qui manque je sais pas quoi, donnez-nous l'information parce qu'on est régulièrement en contact avec Sébastien Rabineau qui est le directeur de projet au niveau de la DGFiP de toute cette facture électronique et à ce moment-là on peut lui dire qu'aujourd'hui l'annuaire est défaillant. Donnez-nous l'info. Ça va, j'ai le droit de dire en politique ou pas? Et d'ailleurs peut-être on peut lancer un message. Testez vos professionnels de santé, les BNC, infirmiers, mais non, t'as dit que ça marchait pas. Oui, mais moi ça marche pas chez moi, mais je suis curieux de savoir si chez les autres ça fonctionne aussi, ça fonctionne pas. En fait, donc rapportez-nous ces infos pour effectivement. On a Thierry qui nous dit j'ai testé le sirène du cabinet, tout est bon, c'est le plus important. Bah voilà, super. Il faut il nous reste à peu près 20 minutes là. Il faut quand même qu'on parle des statuts et du e-reporting, c'est important. Ah bah oui. Donc voilà, il y a plusieurs obligations, donc on ouvre le chapitre obligations. On a parlé du e-invoicing quand on évoquait la facture, le format facture X, la conversion. Tout ça, c'est quand on part du principe qu'on va transmettre des factures. Exactement. Or, on ne doit pas transmettre que des factures avec la réforme de la facture électronique. Exactement. Il y a aussi le e-reporting, dont on parle beaucoup, que tu as évoqué un petit peu, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ? Il y a deux notions clés dans le e-reporting. Il y a le e-reporting quand on travaille et qu'on commerce avec le B2C, donc les personnes physiques, et le B2B international, donc ça c'est un fait. Donc il faudra transmettre en gros notre production à l'État via ces canaux de diffusion. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que pour les sociétés de prestation de services, qui n'auraient pas opté pour la TVA sur les débits, ils vont devoir transmettre également un flux e-reporting de transactions financières. Donc ça veut dire que... Alors, voilà, si on traduit, le restaurant qui bosse avec les entreprises de midi, là, on est dans le e-invoicing. Le restaurant, quand il a un particulier, on est dans le e-reporting. Exactement. Ça veut dire que là, dans la caisse électronique, la caisse agréée du restaurant, puisque vous savez que c'est quand même depuis pas mal d'années obligatoire d'avoir des caisses agréées, il y aura des flux qui vont partir en e-invoicing
et d'autres qui vont partir en e-reporting. Ouais. Pour le deuxième cas que tu donnais, Prestation de service. les prestations de services. Et quand tu nous parles de flux financiers, concrètement parlant, ça veut dire... on se prépare. Ça, c'est pour que l'État se prépare au pré-remplissage de la déclaration de TVA, puisque comme nous sommes en France et que c'est toujours super méga simple, vous le savez, en matière de TVA, on est soit sur les débuts, soit sur les encaissements. Ouais. Donc, comment l'État peut pré-remplir une déclaration de TVA s'il n'a pas la date théorique d'encaissement? Il ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il faut donner cette information-là, pour que tu nous as dit 2030 à peu près. C'est la première fois que j'entends cette date, mais tu dois avoir certainement raison. Donc, à partir. À un moment donné, les TVA soient pré-remplis. C'est ça. Et donc la difficulté pour nous, experts comptables, c'est que si on identifie dans notre portefeuille client des sociétés qui sont dans le spectre de la prestation de service, il y a deux choses de réflexion. Soit est-ce qu'on les met au débit, parce que ça arrive, moi j'ai des clients qui veulent passer au débit parce que ça leur coûtera moins cher, en tout cas en termes de traitement opérationnel, que d'envoyer un flux e-reporting paiement, ou on les laisse en paiement et à savoir derrière il faudra revoir les process pour que dès qu'on a un encaissement, qu'on arrive à la matcher avec la bonne facture. Voilà. Parce que c'est du travail en plus qu'on va devoir mener. Donc le e-reporting, si je prends des exemples, tu as dit B2C, donc un restaurant, un restaurateur, un coiffeur. Là, je vais remonter des données de chiffre d'affaires. Ouais. Je prends l'exemple du plombier qui facture à la fois, lui il fait des factures tout le temps, mais il facture des particuliers et des professionnels. Comment ça se passe pour lui? Son moniteur de facturation, donc il imagine qu'il a un moniteur sur son moniteur, t'es marrant. Mais je parle plombier. Son téléphone portable avec son smartphone, avec l'application. J'ai jamais vu de plombier avec un téléphone portable. Enfin bon, je ne suis pas spécialiste des plombiers, mais bon. En fait, il y a deux choses. Soit il a quelqu'un en backup qui fait la facture pour lui, ça arrive souvent. Exactement. Soit il est tout seul, et donc il a un petit smartphone. Il a sa femme qui fait le week-end les factures. Alors le week-end, ça va être difficile, mais bon, après, voilà. En tout cas, l'idée, c'est qu'il devra transmettre effectivement le flux, soit dans une entreprise via du invoicing, soit le déclarer en e-reporting quand c'est du particulier. D'accord. Donc il va falloir être capable de distinguer les factures vers les particuliers des factures vers les professionnels. Donc ça veut dire aussi qu'un expert comptable qui a un client dans ce type de configuration, il faut qu'il s'assure que le logiciel de facturation va pouvoir permettre de faire le tri entre les deux. Et donc on en revient au sujet phare qui est le référentiel tiers, client-fournisseur, qu'il faudra mettre à jour et mettre en qualité. On en vient au sujet qui est, faire la cartographie de ses clients. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est urgent. Et le plombier avec... alors j'ai dit sa femme, et là j'ai encore fait un petit truc qui n'était pas top. À mon avis, il faut conseiller à notre fameux plombier de l'avoir, cette fameuse application qui ne doit pas coûter très très cher pour qu'il fasse ses factures sur son application. Et là, l'expert comptable, il faut qu'il soit proactif parce que sinon, je ne sais pas comment on va s'en sortir. En fait, il faut savoir que le marché s'organise sans nous aujourd'hui. Oui. Et il y a des entreprises qui sont déjà dotées, qui ont déjà mis en relation leurs équipes commerciales avec des éditeurs. Donc en fait, si on ne prend pas le sujet, on va être dépassé par les événements. Voilà, non mais c'est exactement où je voulais en arriver, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas juste un sujet de je choisis une plateforme ou je choisis une caisse, c'est un sujet d'organisation. On regarde les différentes typologies de clients et on définit pour chacun la façon dont on doit avancer. Donc là, on a l'exemple du plombier, on a l'exemple du restaurateur, c'est des typologies de clients qui aident à peu près tous les cabinets. On a l'exemple du boulanger, j'ai vu qu'il y avait une... Alors ça, on va en parler, c'est le prochain... En fait, on va passer 1h30 sur la cartographie des clients et la PA. Mais là, il y avait une question, j'ai vu, c'est quoi le lien entre le QR code sur le truc et la boulangerie? Le QR code sera sur la caisse de la boulangerie pour qu'on clique dessus pour être connecté à la PA de la boulangerie pour pouvoir obtenir sa facture en facture X. Ce que tu dis, c'est une application possible, c'est ça, voilà, on n'est pas sûr de l'obligation là. Non, mais juste pour clarifier, parce que c'était ça la question. Non, mais sinon, je ne sais pas comment ça paraît logique, mais bien sûr. Non, parce que j'ai vu des solutions. Je passe ma vie dans les trucs de facture électronique. Alors, on était ensemble, je crois, à la journée de la facture électronique il y a quelques mois. On m'a montré justement un logiciel qui permet à ces professionnels-là
Et donc les professionnels aujourd'hui, en gros, ils vont aller chez Métro et on va leur vendre l'applicatif plateforme électronique, tout comme plateforme agréée, tout comme on leur a vendu en fait la caisse agréée il y a 10 ans quand c'est devenu obligatoire. Je prends un exemple tout simple. Baladez-vous à Paris, en tout cas à Paris, je le vois, dans certains restos, vous avez un QR code pour payer et passer les commandes. Donc, en fait, ils sont déjà équipés d'une solution qui va évoluer. Donc en fait, intéressez-vous au sujet parce que vos clients sont bien souvent mieux en alerte que vous sur ces sujets. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les délais de e-reporting? Parce qu'il y a aussi une complexité qui est les délais de e-reporting ne sont pas alignés sur les délais TVA. Le problème, c'est qu'on ne va plus être sur une temporalité mensuelle, comme on avait l'habitude d'avoir en TVA, en CA3 notamment. On va être sur potentiellement une temporalité de tous les 10 jours. Pour ceux qui sont mensuels. Qui sont réellement mensuels. Donc ça veut dire aussi que plus on aura des rythmes plus soutenus. Et donc, pour le e-reporting. Pour le e-reporting, mais ça veut dire aussi qu'il faut aussi préparer les process chez nous. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura potentiellement quelque chose à faire dessus. Néanmoins, on devra le contrôler avant que la PDP puisse l'envoyer à l'État. Donc ça veut dire concrètement, je reprends mon boulanger qui serait au réel mensuel. Tous les 10 jours, je vais devoir déclarer le chiffre d'affaires qu'il a réalisé. Exactement. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'on change vraiment d'organisation cabinet, ça va impacter nos collaborateurs. Si on a une problématique avec beaucoup d'alternants, peut-être qu'il faut revoir un peu la copie parce que forcément ils ne sont pas là tout le temps. Et il y aura des sujets qui vont être à revoir au niveau de l'organisation du cabinet. Donc c'est la respiration du cabinet qui est calée sur le mois qui va changer un petit peu sur certains dossiers. Pour les vieux de mon âge, là, en fait, on avait exactement le même sujet avec la DSN. Parce que tu l'as pas connu, tu ne te souviens pas. Avec la DSN, quand on a eu la DSN, quand on est parti parler là je vois qu'il y en a qui ont compris ce que j'avais dit. Quand on est passé des charges sociales papier à la DSN, il faut, sur la DSN, informer l'URSSAF des événements dans les 10 jours. Une entrée de nouvelle salariée, une maladie, on a tous dit « oh c'est impossible, on y est arrivé, puis c'est fini. Enfin, c'était en fait, on s'est adapté, comme on sait très très bien le faire, nous les experts comptables, à ces nouvelles obligations. Et ça a été qu'une question de process dans les cabinets, dans les services sociaux. Et puis vraiment, le grand stress, c'était oui, et quand le client ne me donne pas l'info, finalement, au bout de 2, 3 ans, 4 ans, il la donne l'info, et on balance sous 10 jours. Oui, d'accord. Ok, il y a une question effectivement qu'on n'a pas précisée, c'est le calendrier du reporting. Il est calé sur le calendrier invoicing, c'est-à-dire que l'émission... Aujourd'hui, c'est ce qui est en tout cas prévu. On n'est pas à l'abri d'allègements à ce niveau-là, mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut être prêt à partir d'effectivement de même date que le invoicing. Ça veut dire par exemple qu'une enseigne de bricolage, genre un Leroy Merlin, Brico Bidule, une grosse boîte, qui va vendre et aux artisans et aux particuliers, a, dès le 1er septembre 2026, des obligations de e-invoicing et reporting. C'est bien, comme ça, ils testent le truc. Non, mais ce qui est important, c'est aussi de savoir aussi, si on ne respecte pas ça, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Derrière, il faut aussi comprendre qu'on ne pourra pas déduire la TVA si on ne le récupère pas en invoicing. Vous voyez ? Il y a aussi un impact. C'est-à-dire que si demain... Je prends un exemple tout bête. J'ai un collaborateur, il part à Toulouse, j'ai un client là-bas, il casse son ordinateur ou il se le fait voler. Il doit vite s'équiper d'un ordinateur, donc il va aller chez Darty. Bon, il est un peu gourmand, il prend le dernier MacBook. T'es sûr qu'il y a Darty à Toulouse? Je sais pas, mais je pense. Okay. En tout cas, il va acheter un ordinateur qui coûte cher. J'aimerais bien récupérer un peu de TVA sur cet IMO. Et donc, s'il ne pense pas à dire à Darty demain qu'il me l'envoie la facture au nom de l'entreprise, je ne pourrais pas la déduire. En tout cas, c'est ce qui est dit aujourd'hui. Okay. Donc, il y a un sujet aussi de déduction de la TVA sur ce qui n'entre pas dans le secteur. Alors, moi, j'adore ces sujets de déduction de TVA. Ça pourrait vouloir dire qu'on peut déduire le hors-taxe alors qu'on n'a pas la facture et pas la TVA. Ça me paraît quand même ubuesque, mais bon, c'est pas grave. Mais on vient au b.a.-ba finalement de la fiscalité de TVA. Oui, mais si le b.a.-ba de la compta, le b.a.-ba de la compta surtout, c'est quand tu n'as pas de justif, c'est pas une dépense de l'entreprise. Oui, donc c'est le b.a.-ba de la compta. Non, mais du coup ça, par exemple, si on prend ce cas-là, en fait, mon collaborateur, lui, va payer avec sa carte bleue, donc ça sera une note de frais. Donc, potentiellement, s'il ne le met pas au nom de l'entreprise, il va le mettre à son nom et moi, je vais devoir le rembourser.
Et on est un peu border sur ce sujet. Donc il faut vraiment revoir les process, mettre en place des politiques pour s'assurer que tout le monde respectera les. Bon, en conclusion, il ne faut pas envoyer nos collabs à Toulouse. Exactement. En tout cas, moi, note de frais, c'est terminé. Ils me disent et puis on envoie et puis on commande tout du cabinet. Il nous reste 10 minutes, on en vient il y a des questions aussi sur le e-reporting, il y en a beaucoup, donc on ne peut pas toutes les traiter là, mais on les traitera dans les prochains webinaires qui seront spécifiques à ces sujets. Le e-reporting, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont remontés. Il y a les statuts, on est obligé d'évoquer aussi la question des statuts. Ouais. Le cycle de vie de la facture. Rapidement, la facture, quand vous allez l'émettre, la recevoir, la traiter, donc ça c'est des cycles de vie, des workflows que vous avez vous dans vos process potentiels en cabinet. Demain, ce sont des process qui sont normés. Donc on a plusieurs statuts obligatoires et des non obligatoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État saura à quel moment en est votre facture. Est-ce qu'elle a été traitée, pas traitée, rejetée, est-ce qu'il y a un litige? Toutes ces données sont remontées entre guillemets à l'État. Voilà. Et ça, c'est important de bien comprendre que vous, en tant qu'expert comptable, il faudra s'assurer que la facture est bien au bon endroit au niveau du statut. Si elle a été traitée et payée, il faudra mettre à jour le statut en paiement. Vous inquiétez pas, les logiciels ont préparé quand même des boucles automatiques pour vous aider. Néanmoins, votre travail sera aussi de s'assurer que les statuts sont bien conformes à la réalité. Voilà, ce qui est pas rien quand même, parce que rien. Voilà, c'est une tâche qui n'existe pas aujourd'hui dans Exactement. les cabinets, qui n'existe pas non plus telle quelle dans les entreprises. Donc, il va bien falloir que quelqu'un la gère. Exactement. Voilà. Donc, quand on aura choisi une PA, il va falloir s'assurer que la PA nous envoie des alertes, j'imagine, pour que nous sachions, nous experts comptables et nous collaborateurs de CAM, que cette facture, elle n'est pas acceptée et qu'elle est en litige pour prévenir le client. Exactement. Parce que ça va être des bombes atomiques avec nos clients qui vont nous dire pourquoi vous ne m'avez pas dit que j'attends un règlement de 5 000 € de tel et tel client depuis 3 mois, personne ne m'a dit que la facture n'a pas été acceptée, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il va falloir être super vigilant parce qu'on le sait tous, vraiment la trésorerie, c'est le nerf de la guerre pour tous nos clients et nos cabinets. Et moi, je suis très content parce qu'enfin, mes clients ne pourront pas dire « Ah, j'ai pas reçu votre facture ». Oui. Et on pourra savoir très vite ceux qui sont un peu margoulins pour éviter de me payer et ceux qui l'ont vraiment pas reçu. C'est un des avantages de la facture et dans les pays qui l'ont mis en place, ça réduit d'ailleurs les délais de paiement parce que les transmissions se font. Exactement, et c'est pour ça que pour mes clients, j'espère que la facturation arrive vite pour pouvoir traiter ce sujet des délais de paiement qui sont importants. En tout cas, dans mon portefeuille client, je vois qu'il y a des délais de paiement qui sont importants. Alors pas vis-à-vis du cabinet, mais plutôt vis-à-vis de leurs propres clients. Et ça peut mettre en péril, en tout cas, la poursuite des activités de certains clients, et c'est dommage. Alors, est-ce que... je reviens dans les organisations de cabinets, parce que c'est vraiment, en fait, fondamental. Aujourd'hui, nos cabinets, enfin, en tous les cas le mien, mais je pense qu'on se ressemble un peu, j'ai 11 collaborateurs, sont organisés pour produire une déclaration de TVA entre le 19 et le 23. Si on voit tous les plannings de cabinets, c'est l'objectif. Et là, on va changer tout ceci, et peut-être tous les lundis matins, il va falloir mettre dans nos process de cabinet que tous les lundis matins, les collaborateurs aillent s'assurer de ces statuts de facture qui sont acceptés, qui ne sont pas acceptés. Soit on le met chez le collab, soit on a une assistante qui fait l'accueil, soit on le met chez l'assistante. Enfin, on le met où on veut, mais à mon avis, c'est un nouveau process à mettre en place qui me semble très important, parce que là, si on va prendre la foudre de nos clients qui vont nous dire vous ne m'avez pas dit que... Et ça... Il y a une question de partage des rôles déjà. N'oubliez pas, Exactement. pas de faire payer cette prestation, c'est en plus, ça prend du temps. Évidemment. De toute façon, tout ce qu'on se dit, soit le cabinet va le subir parce que ça ne sera pas anticipé, il va bien falloir le gérer en septembre 2026. Il aura du mal à le commercialiser. Voilà. Soit on va être proactif. Et là, et si on a envie peut-être 2-3 argumentaires commerciaux, mais peut-être qu'on fera un actu de la facture ou un parcours sur ce thème-là, parce qu'aujourd'hui, quand notre client envoie sa facture, sauf à une grosse boîte où on aura un accusé de réception, comme tu l'as dit à juste titre, en fait, il en sait rien si elle est arrivée ou pas. Et on se rend compte qu'il y a un problème de tuyau et de process, qu'elle est arrivée dans le mauvais service, au bout de 2 ou 3 mois, quand il n'a pas reçu le règlement, et donc qu'il a passé 10 minutes, un quart d'heure
à être dans le labyrinthe des services de l'entreprise, ou quand il appelle un particulier, que le particulier lui dit, ou l'entreprise lui dit non, non, mais moi je ne vous paye pas ce truc parce que il y a un petit coup de peinture ici, il y a un truc, enfin bref, il y a une contestation. Cette facture électronique va nous permettre de savoir dès le début qu'il y a un problème. Exactement. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut le proposer aux clients. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un problème au bout de 2 ou 3 mois quand le délai de règlement est passé. Oui, effectivement. Il y a un statut technique rejeté qui fait qu'on saura tout de suite si ça pose problème ou si ça pose problème. Ça, ça sera incontestable. Donc, alors, il est 25. On va peut-être reprendre quelques questions dans les 5 minutes. On fait peut-être une petite récap parce qu'on a évoqué beaucoup de sujets. On voit que c'est un sujet qui passionne, de différentes façons. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat auxquelles on n'a pas pu répondre parce que c'est beaucoup de questions techniques, par exemple sur le e-reporting, sur les délais, des annonces qui ont été faites, des choses qu'on commentera dans les prochains webinaires. Donc on va garder tout ça, on va le stocker et ça va alimenter les prochaines sessions. Si je fais un petit résumé de ce qu'on s'est dit, on a vu le pourquoi de la réforme avec évidemment une problématique de TVA, le calendrier 2026-2027, réception pour tout le monde en 2026, tous ceux qui sont concernés, avec de toute façon l'échéance européenne en 2030, qui vient de toute façon me poser cette question à un niveau plus global. Les acteurs, les PA... réception pour tout le monde des factures des grands comptes et ETI, pas de toutes les factures. Non, voilà ce que je veux dire. Toutes les entreprises dans le champ sont tenues de recevoir des factures et en pratique, elles vont recevoir effectivement celles des grandes entreprises. Les plateformes agréées, le rôle des plateformes agréées et des solutions compatibles, sur lesquelles on reviendra, les plateformes agréées dès le prochain webinaire. Les différentes obligations e-invoicing, e-reporting, statut. Donc là, on a compris qu'il y a beaucoup de tâches nouvelles qui viennent dans les cabinets et il va falloir s'organiser pour ça. Et on a parlé aussi de tout l'impact sur les cabinets. On l'a évoqué tout en long, on avait prévu une partie, mais vous l'avez évoqué tout le long, sur les impacts de concurrence, d'automatisation de la saisie, d'accompagnement. Donc en fait, c'est vraiment pas un sujet juste d'outils, et c'est tout le but de cette saison et de tout ce qui est mis à votre disposition, c'est de vous donner des outils pour avancer de façon concrète. Aujourd'hui, l'idée était de dresser le tableau, vous montrer qu'il y a beaucoup d'enjeux, et vous donner ensuite dans les prochains les outils pour avancer. Et donc c'est maintenant qu'on prépare le coup d'après. Oui, voilà. Le coup d'après. C'est une fois que tout ça s'est mis en place, qu'est-ce qu'on fait, quel est le business model des cabinets, qu'est-ce qu'on propose comme nouvelle mission. Et je pense qu'on aura le temps de là, on a la saison 6, là, les parcours de la transfo. Donc on a du temps. Alors, est-il possible d'anticiper, on peut terminer par cette question parce ça ouvre des portes. Est-il possible, merci François, est-il possible d'anticiper la facturation électronique par rapport au délai légal? Donc là, on est dans quelqu'un qui n'a pas peur de l'échéance et au contraire veut l'anticiper. Ok, alors la première tâche, pour tout le monde, même ceux qui n'anticipent pas, c'est de mettre à jour les référentiels tiers du cabinet et de ceux de notre client. Alors, concrètement, ce que tu appelles référentiel tiers. Voilà. C'est les fiches clients et les fiches fournisseurs dans les outils de nos clients ou les outils de notre cabinet. Typiquement, c'est quoi? C'est de s'assurer par exemple qu'on n'a pas 2 fois le même sirène, un doublon par exemple de sirène dans nos systèmes, sinon on va avoir des problématiques entre les flux. En fait, la donnée ne va pas bien se calibrer et on risque d'avoir des rejets techniques, et donc ça c'est dommage. Donc ça c'est la première chose. On peut avoir aussi le numéro de TVA intracom qui n'ont pas été renseignés, l'adresse qui n'a pas été renseignée, le pays qui n'a pas été renseigné dans la fiche, client ou fournisseur. En fait, il faut mettre à jour. Je ne comprends pas pourquoi tu veux qu'on fasse ça. Parce que derrière, dans le flux e-invoicing, ce sont des données obligatoires. Si tu n'arrives pas à les véhiculer, derrière, ton outil va le rejeter automatiquement. Oui, tu es en train de nous dire, nettoyons notre propre annuaire de cabinet, en fait. Exactement. Pour après des connectivités externes, soit avec l'annuaire officiel de l'État, ou des PA, ou des... Exactement. D'accord. Donc ça fait une action concrète. Et on en a évoqué une deuxième d'action concrète qui était les mandats. Là, tout de suite, de dire, contacter ses clients et on fait signer un mandat pour un choix de plateforme. Exactement. Et on n'est pas obligé d'avoir choisi sa plateforme pour faire signer le mandat. Le mandat, ça dit juste « je vais m'occuper de ce sujet », donc c'est faisable. Exactement. Alors, et pour répondre à François aussi, Gilles Beausiger, qui est un des vice-présidents du Conseil régional de l'Ordre, lui, dans son cabinet, dès aujourd'hui, en fait, a dans son outil une PA disponible. Et dès aujourd'hui, il a demandé à tous ses collaborateurs de faire une visio avec tous les clients, une petite visio d'une demi-heure, pour
faire une démonstration au client de ce qu'est une plateforme, une facture électronique et comment gérer une PA. Donc aujourd'hui, il existe des PA fonctionnels et sa deadline c'est le 31 décembre et donc il a mis ça en place pour ses collaborateurs, une petite visio. On vous explique avec quelques slides de présentation pour le client. Donc on informe le client sur les grandes lignes de la réforme et deux, on lui fait une démo de facture électronique sur la PA qui serait fonctionnelle aujourd'hui, sachant que voilà, voilà ce qu'il peut faire concrètement parlant, voilà ce qu'on peut faire dans les cabinets. Je trouve que cette idée était excellente. Ouais. Je n'ai pas du tout fait dans mon cabinet, mais je vais m'en inspirer. Il y a une question qui n'a peut-être pas été claire. Il y a des modèles disponibles de mandat pour le choix de la PA. Le mandat, ce n'est pas le choix de la PA. Le mandat, ça veut juste dire, en tant qu'expert comptable, tu m'autorises à me charger du choix de la PA. Mais je ne mets pas de nom de PA sur le mandat. C'est juste une délégation en quelque sorte. Oui, c'est comme le mandat EBIX, etc. Qu'est-ce que je veux dire? On va mettre dans notre site, on va mettre les mandats. Le Conseil national a fait des modèles de mandats. On va vous les mettre. Donc ça vous fait déjà 2 actions très concrètes, la mise à jour des bases de données, la communication sur les mandats, que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Mais on ne balance pas un mandat comme ça aux clients. Là, il faut envoyer un mail à tous les clients en disant la réforme de la facture électronique, il va se passer ça et ça et ça. Vous allez être à un moment donné obligé de choisir une plateforme agréée, laisser faire le cabinet et si vous voulez bien, signer le mandat. Bing. Je répète, ça se facture. J'ai des clients des cabinets qui le facturent. Tout à fait. Oui, bien sûr. Voilà. Oh là, c'est un mailing d'intervention. Bon, bref. On arrive au bout du timing. Je vous remercie beaucoup. Donc, n'oubliez pas les prochains rendez-vous. On peut peut-être les afficher à l'écran. Vous avez les prochaines dates. Voilà, sur le QR code, vous aurez les prochaines dates des ateliers de la transformation, ce même format, et les experts de la facture sur des sujets plus spécifiques, par exemple les notes de frais ou la restauration, pour voir d'un point de vue vraiment technique et concret comment on traite ces sujets. Et donc vous pouvez vous inscrire à tout dès maintenant. Avec le QR code, toutes les dates sont ouvertes. Si vous voulez ne pas louper d'épisodes, mais évidemment tout est en replay sur la chaîne YouTube de l'Ordre et là sur le site internet qu'on a dédié à la facture électronique parce que c'est un gros sujet pour notre profession. Je me rends compte que le QR code est exactement sur ma tête, donc je vais me décaler un petit peu pour vous dire au revoir. Voilà. Bon, merci à tous, merci à tous les deux, merci Virginie. Merci beaucoup Julien, merci John, merci à vous. Et on répond aux questions au café. Merci beaucoup.